Vialet m'a appris au moins une chose, plein de choses, mais au moins une. C'est que quand on arrive le matin et qu'on sait qu'on va passer la journée avec des gens brillantissimes, chacun dans leur domaine, ça donne une énergie et ça donne une force qui sont hors normes. Moi, je suis très fier de diriger une entreprise qui a des usines en France, qui exporte des usines en France vers les marchés asiatiques, 80% de son chiffre d'affaires. Parce que la communauté est clé, parce que l'entraide nous possède, on a décidé de mettre en lumière tous ces visionnaires. Bienvenue dans le podcast Build a City for Good de Daphni. Bonjour à tous, on se retrouve pour un épisode de Build a City for Good. Et pour ce nouvel épisode, je suis accompagnée de Charles-Henri et l'OCH. Bonjour. Pour rappel, Charles-Henri est partenaire chez Daphni pour ceux qui nous découvrent. On salue d'ailleurs tous nos nouveaux éditeurs, vous êtes les bienvenus ici. On va passer quelques moments ensemble et moi je me présente, je suis Sophie, en charge de la communication et du marketing chez Daphni. Et comme pour chaque nouvel épisode, l'objectif est de mettre en lumière notre communauté et ceux qui la composent. Ses membres, les Daphnipolitains, sont des hommes et des femmes qui, à leur échelle, build a city for good. C'est notre mantra chez Daphni depuis maintenant plus de 5 ans. Le Daphnipolitain que nous recevons aujourd'hui est le CEO d'une belle boîte française comme on les aime. Fun fact, la qualité sonore de leurs produits est tellement incroyable qu'ils ont noué un partenariat avec Ariane Group pour faire revivre au grand public l'expérience sonore d'un décollage de la fusée Ariane 5. Aujourd'hui, on vous embarque dans la genèse de l'aventure de Vialet avec son CEO Franck Le Bouchard. Bonjour Franck. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, on est très heureux de te recevoir ici aujourd'hui. Et on va démarrer par une première question, celle qu'on pose à tout le monde. Peux-tu s'il te plaît te présenter en quelques mots, nous raconter quel enfant tu étais, d'où tu viens, à quoi tu aspirais quand tu étais jeune? Alors quand je remonte à jeune, il y a deux choses qui me reviennent en tête. D'abord, j'ai été énergique. Alors, je crois qu'aujourd'hui, on dirait limite hyperactif. Et donc, j'arrêtais pas. Je faisais énormément de sport. Et puis, je bossais beaucoup aussi. Et la deuxième chose, c'est que mon père était chef d'entreprise, entreprise familiale. Je crois que d'aussi loin que je me souvienne, l'entreprise familiale est présente dans ma vie. Et c'est probablement ça qui m'a donné envie d'entreprendre et de diriger des entreprises. J'hésitais entre ça et sportif de haut niveau. Je rêvais d'être champion de natation. Et puis voilà, j'ai pris une autre voie. Donc tu as fait de la natation à haute dose. À haute dose. À haute dose, oui. T'en fais toujours? J'en fais toujours, mais c'est un sport un peu ingrat, on va dire, toute la journée ou des heures dans une piscine. À la longue, c'est pas trop une vie. Ok, donc tu as pris le chemin un peu plus classique, on va Ouais, dire. en fait, moi j'ai toujours... ma famille avait une entreprise, alors rien à voir avec de Vialet, c'était dans les salles de bain. Mon grand-père... Salle de bain ou natation. Voilà, on va dire ça. Exactement. Exactement. Donc c'est mon grand-père qui avait développé cette entreprise, c'est mon père qui avait repris la direction, et donc dans ma jeunesse, il y avait cette idée de je suis la troisième génération et je dirigerai l'entreprise familiale. Et puis à la sortie de mes études, on a vendu cette entreprise et ça s'est pas fait. Mais c'est vrai que j'étais un peu, en tout cas pour moi, pas conditionné, mais j'ai toujours eu envie de diriger une entreprise. Et je pense que ça me vient de mon père et de mon grand-père. Et quelle étude t'as fait du coup après le bac? Alors j'ai fait super classique, j'ai fait prépa et j'ai fait 3 ans d'HEC. Ok, ça marche. Charles-Henri, des questions à ce stade? Si on revient sur la natation, d'abord c'était quoi ta nage de prédilection? Le crawl, j'étais champion de Paris de crawl à l'époque. Joli. Okay. Et qu'est-ce que ça t'a forgé dans la durée, cette expérience de faire du bassin pendant des heures, de nager, de cette résilience? Quelles sont les leçons de vie que tu as retenues de cette expérience et qui t'accompagnent jusqu'à aujourd'hui? Alors ça, c'est extrêmement simple, c'est que le travail, ça paye. C'est-à-dire que la natation, c'est un sport vraiment très difficile. Moi, je suis très admiratif pour les nageurs de haut niveau parce que, alors moi j'étais jeune, je passais pas 8 ou 10 heures dans un bassin, mais enfin j'y ai passé beaucoup d'heures. Et c'est un sport qui est difficile, faut voir, on nage en voyant du carrelage, on a la peau qui
qui est bien chloré, on a les yeux bien rouges, mais plus on s'entraîne et plus on améliore son temps et plus on se motive. Et donc, ouais, ça fait partie de ces sports où il n'y a pas de miracle et il n'y a pas de secret, il faut bosser. Voilà. Et au fond, ça m'a beaucoup influencé pour toute ma vie. C'est-à-dire que moi, je crois profondément qu'au-delà du talent que certaines et certains peuvent avoir, moi, je crois beaucoup à la valeur travail et du coup, je travaille beaucoup. Ça t'a accompagné pendant tes études, j'imagine. Tu peux nous parler un peu de cette période-là ? Ah bah ça m'a largement accompagné au cours de mes études. Moi, je n'étais pas un étudiant spécialement brillant. Et j'ai compensé en prépa en bossant. Voilà, j'ai bossé, j'ai passé. Alors à l'époque, ça se faisait en 1 an ou si on redoublait en 2 ans. Donc moi, il m'a fallu 2 ans. Mais pendant 2 ans, je ne fais que bosser. Vraiment, je m'accordais 1 heure de sport par jour. Et là, je bossais de 7h du matin à 22h. Donc oui, ça m'a clairement accompagné. Très clair. Donc tu arrives à la fin de tes études. Où est-ce que tu te retrouves à ce moment-là ? Alors là, miracle, l'entreprise familiale est vendue, donc j'ai pas à me poser, j'ai pas à me poser la question de est-ce que mon univers va devenir la salle de bain pour le restant de mes jours. À l'époque, il fallait faire un service militaire, et j'ai eu une chance. Alors j'ai aussi déclenché, j'ai cherché ça, je suis parti en VSNE à Barcelone, et ça a été super à 2 titres. Le premier, c'est que avant de m'envoyer à Barcelone, c'était le groupe Hachette à l'époque. Le groupe Hachette m'a envoyé me former à la vente en porte-à-porte. Et ça, voilà, je suis sorti d'HEC et la semaine d'après, j'avais une mallette. Je me souviens, c'était on m'a dit ton secteur c'est près de Uzès. Et j'étais en voiture à faire du porte-à-porte pour vendre des encyclopédies, à l'époque tout l'univers. Et s'il y avait pu y avoir un brin d'arrogance dans le fait d'être diplômé d'HEC, 1 mois de porte-à-porte à Uzès à vendre des encyclopédies et à prendre des insultes et des portes qui claquent, ça m'a très 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 bien remis les pieds sur terre à l'époque. Et puis après je suis parti à Barcelone. Et ça, si j'ai un conseil à donner à mes enfants et aux jeunes qui sortent d'école, il faut partir à l'étranger. C'est vraiment c'est de l'oxygène à l'état pur. T'es resté combien de temps à Barcelone ? Je suis resté 1 an et demi à Barcelone. Ok, et t'es revenu après ? Et après, je suis revenu et en fait, j'avais une vraie envie, c'était de faire du marketing. J'adorais l'idée de tout ce processus, de comprendre les consommateurs, de répondre à leurs attentes, de dessiner des produits pour répondre à leurs attentes. Et à l'époque, alors ça a un peu changé maintenant, mais à l'époque, ce qui faisait rêver quand on était au marketing, c'était les lessiviers. Et donc, je suis rentré chez Colgate-Palmolive. Quand j'y repense, ça me fait un peu sourire, mais moi j'étais vraiment passionné d'être chef de produit sur Ajax ou Pec Citron. J'adorais ça. Ça m'aurait vite passé, mais à l'époque, moi j'avais trouvé ça super. Et puis c'était en termes de formation en marketing à l'époque, c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc pas de regret à ce moment-là de le fait que l'entreprise familiale se soit vendue ? Non, parce qu'alors en plus, il y avait un de mes profs, alors ça ne m'était pas destiné, mais je me souviens d'un prof justement sur l'entrepreneuriat, qui avait eu une phrase qui, moi, m'a marqué à vie. Il a dit, dans les entreprises familiales, en général, c'est la 3e génération qui plante l'entreprise familiale. Je me souviens de cette phrase, il avait dit, le grand-père est un aigle, le père est un faucon, le fils en est un vrai. Et moi, je me souviens, j'avais entendu cette phrase, je me suis dit, le fils, c'est moi, je suis la 3e génération, l'entreprise, elle cartonne. C'est une entreprise, ça s'appelait Porsche, donc c'est vraiment une entreprise avec des usines, des fourneaux, Et je me suis dit, si c'est moi, la 3e génération, qui plante l'entreprise familiale, de quoi j'ai l'air, quoi. Donc non, j'étais très content qu'elle soit vendue, en fait. Des remarques, Charles-Henri. Est-ce que tu as appris quelque chose pour l'instant sur Franck que tu ne connaissais pas ? Ah bah, le porte-à-porte. Donc ton parcours se poursuit, tu arrives chez Gaumont. J'ai loupé une étape ou pas ? Ah, t'as loupé plein d'étapes. Ah bah vas-y. Il y a eu l'étape McKinsey, qui est le seul choix dans ma vie, le seul choix professionnel de raison, le choix cérébral. C'est-à-dire que je suis rentré chez McKinsey, pas en me disant je vais me passionner pour le conseil en stratégie, mais en me disant voilà, j'ai fait 5 ans de marketing chez Colgate, et je veux devenir chef d'entreprise, je veux grandir, je veux voir d'autres choses que du marketing. Et au fond, la meilleure option à l'époque, c'était vraiment le conseil en stratégie. Mais je suis rentré chez McKinsey en me disant, je vais énormément apprendre, je vais beaucoup, beaucoup bosser, ce qui, tu l'auras compris, n'est pas un problème. Mais peut-être je ne vais pas aimer. Et effectivement, c'était tout ça à la fois. C'est-à-dire que c'était
C'était un choix rationnel et je suis resté 4 ans et c'était très intéressant, mais c'était pas la passion. Ok. Et puis après, un de mes clients, Castorama, m'a recruté. Et là, je me suis passionné pour le bricolage. Exact, il y a l'étape Castorama. Mais tu étais encore super jeune à l'époque, tu avais cette envie profonde en toi de devenir chef Ouais, alors là, d'entreprise. mon ego était survitaminé, hein. J'avais 36 ans, j'étais numéro 2 de Castorama, je dirigeais 15 000 personnes. Euh, et je sais que ça paraît bizarre, mais moi j'adore le bricolage. J'adorais déjà à l'époque le bricolage. Et, euh, et c'était une entreprise. Alors c'est le début. C'est le début de ma phase. Je vais redresser des entreprises qui vont pas très bien. C'est-à-dire que, alors c'est probablement McKinsey qui veut ça. Mais moi, j'ai pris cette direction chez Castorama à une époque où ça allait pas très bien. Et il y avait plein de choses à faire. Et j'avais les clés enfin voilà, je dirigeais les magasins, la logistique et les achats. Donc j'avais vraiment toutes les clés pour participer au redressement. Donc c'est ma première ma première vraie direction générale. Et c'était assez gros. Oui. T'es resté combien de temps là-bas? 3 ans. 3 ans. Je suis resté 3 ans et puis un jour, donc là à ce stade j'avais travaillé 4 ans chez McKinsey où j'avais vu le monde entier mais pas Paris. Je venais de me marier. 3 ans on habitait toujours Paris avec ma femme et moi je bossais à Lille. Donc pendant 7 ans en fait j'ai pas été à la maison. Et puis un beau jour j'ai un appel d'un cabinet de recrutement qui me dit voilà il y a un poste sympa, c'est la direction générale de Pathé Gaumont, c'est les salles de cinéma, c'est le numéro 2 européen. Ils ont pas mal de soucis, ils ont besoin de quelqu'un d'un peu expérimenté. Alors j'avais 40 ans, hein, donc bon, comme vous. Puis je me souviens, je dis à la chasseuse de tête, je lui dis écoutez non, moi franchement, je suis roi du monde chez Castorama, je bouge pas. Et puis je rentrais à la maison le soir, je raconte ça à ma femme, et là je me souviens toujours, elle m'a regardé, ça faisait 7 ans que j'étais pas à la maison. Entre-temps, on avait eu 2 enfants, et là elle m'a dit écoute, C'est pas mal quand même. patron des cinémas Gaumont-Pathé, rue François 1er à Paris, est-ce que tu es bien sûr que tu vas pas rencontrer la chasseuse de tête? Et du coup, j'y suis retourné, et voilà, et de fil en aiguille, j'ai pris la direction des cinémas. Ok, et comment t'as redressé Gaumont? Alors, en fait, tout le truc, c'est que, en fait, c'est la première semaine, je me souviens d'une réunion qui, au fond, a été très marquante pour moi. Donc je prends la direction, je prends mon poste, et puis le 2 ou 3e jour, je rencontre mon nouveau directeur marketing. Et puis je lui dis, je voudrais bien que tu m'envoies toutes les études clients. Et là, il a cette phrase extraordinaire, et moi j'adore, on est restés amis, hein, mais il me dit, alors 2 choses. D'abord, nous, on ne fait pas d'études. Voilà, les salles de cinéma, elles sont remplies quand il y a des films, et sinon elles ne sont pas remplies. Et puis on ne dit pas client, on dit spectateur. Et je me souviens de cette phrase, je me suis dit là il y a un truc quand même. C'est-à-dire qu'en fait, on ne leur demande pas leur avis aux spectateurs. On les voit à peine comme des clients, on les voit comme des gens. S'il y a un film, ils viennent. S'il n'y a pas de film, ils ne viennent pas. Et au fond, partant de là, on a, avec lui et puis avec toute l'équipe, complètement changé les choses dans le cinéma. On a fermé tous les... alors vous êtes trop jeunes là autour de moi, mais à l'époque, il y avait des cinémas où c'était pas les multiplex. Hein. Genre, on espérait qu'il n'y avait pas quelqu'un grand devant soi. Donc on a fermé tous ces vieux cinémas, on a ouvert plein de multiplex, et puis on a constamment amélioré l'expérience client, avec la fin des files d'attente à la caisse. Enfin, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on faisait la queue et on n'était pas sûr d'avoir une place à l'époque. Hein. Et puis on n'était pas sûr d'avoir la bonne place, et puis on n'était pas sûr de ne pas être au premier rang. Enfin, il y avait plein de points d'angoisse comme ça quand on ne faisait pas la queue sous la pluie. Donc on a éliminé tout ça, on s'est concentré sur... comment est-ce qu'on fait en sorte que quelqu'un qui va au cinéma, de bout en bout, à partir du moment où il décide d'aller au cinéma, jusqu'à sa sortie, voilà, comment on fait pour que ce soit une expérience magique. Alors après, il aime le film, il ou elle aime le film ou pas, mais en tout cas, les salles de cinéma, et depuis, ont complètement changé, et ça n'a plus rien à voir. Et c'est tout ça qui a été, voilà, que j'ai changé pendant presque 10 ans. J'imagine que tu es fan de ciné. Est-ce que tu l'étais avant de rejoindre Gaumont ou c'est quelque chose qui est né Avant de rejoindre Gaumont, j'aimais bien le cinéma, mais c'est vrai qu'au bout de 10 ans de films à haute dose d'avant-première, de Festival de Cannes, de rencontres avec des réalisateurs, ça donne, ça donne, on passe à la passion, ouais, clairement. Et ton envie ton envie de redresser des boîtes a ressurgi
Alors, Qu'est-ce qui s'est passé ? alors le poste la direction que j'ai prise après, alors là pour le coup, là c'était pas marrant. Là j'ai pris la direction d'un groupe qui s'appelle Demos, qui est dans la formation professionnelle. Alors c'était toujours la même chose, quoi. C'était une entreprise, alors elle était cotée en bourse, une entreprise à redresser. Donc une entreprise avec des atouts exceptionnels, des équipes super compétentes, mais probablement une croissance tous azimuts, débridée, avec des achats de filiales dans le monde entier, il y en avait partout. C'est une entreprise qui perdait beaucoup d'argent et qui allait très mal, malgré le niveau de compétence des gens qui y travaillaient. Et moi, je me suis dit, tiens, si je suis capable de redresser cette entreprise qui, à l'époque, était prestigieuse, qui était cotée, je me suis dit, si je suis capable de faire ça, au fond, je me serais prouvé quelque chose. Ça a été, j'ai fait ça pendant 3 ans. Alors à l'arrivée, ça s'est bien passé. Elle a été redressée et on l'a vendue à un groupe chinois. Mais ça a été, ouais, je le referai pas. C'était vraiment dur, quoi. C'était vraiment. Les Anglais ont un terme qui s'appelle turnaround, qui dit bien ce que ça veut dire, quoi. C'est-à-dire qu'on change tout. Voilà, c'est pas l'expérience la plus heureuse de ma vie. Et j'étais bien content après de rejoindre De Vialet. Et juste avant qu'on passe sur De Vialet, donc tout ce temps tu es en France, t'as pas eu un petit appel de l'étranger qui est revenu sonner à ta porte Plein. Alors d'abord, dans tous ces jobs, je voyageais beaucoup. C'est-à-dire que Pathé Gaumont, c'était un peu partout en Europe. Castorama, j'ai beaucoup travaillé en Angleterre aussi, parce que ça appartient à un groupe anglais qui s'appelle Kingfisher. Donc j'étais très souvent à Londres et à Southampton, que je ne connaissais pas et que j'ai appris à découvrir. Et puis Demos, c'est pareil, il y en avait partout dans le monde des filiales. Mais c'est vrai que j'ai toujours aimé être basé à Paris. Ma femme travaille toujours à Paris. Et donc c'était un peu ma base, même si j'ai beaucoup de miles, ou j'avais beaucoup de miles sur Air France. Donc tu rejoins De Vialet en 2018. Pourquoi est-ce que tu décides de rejoindre De Vialet ? Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait sur... alors, encore une fois, un cabinet de recrutement. Et moi, je sortais de Demos et je m'étais dit, plus jamais une entreprise en difficulté. Et donc, moi, ce qui m'a séduit chez De Vialet, c'était le souffle qu'il y avait chez De Vialet, qu'il y a toujours, et qu'il fallait amplifier. En fait, moi, on m'a recruté en me disant... De Vialet doit passer à la phase d'après. De Vialet n'est plus une start-up. À l'époque, il y avait déjà plus de 300 personnes chez De Vialet. Et donc, De Vialet passait un cap. Et c'est difficile de passer un cap. C'est difficile de passer de start-up à ETI, pour prendre les termes consacrés. Parce qu'il y a plein de choses qui changent et il faut organiser, il faut prioriser, il faut choisir ses combats. Et au fond, ça m'intéressait énormément. Et puis les produits sont extraordinaires. C'est-à-dire que moi, je me souviens qu'à l'époque, je connaissais pas trop De Vialet, j'avais pas Fantôme chez moi. Et donc on m'a appelé pour me parler de Vialet. Je suis allé dans un magasin De Vialet et je suis sorti complètement scotché. Donc c'est tout ça qui fait que j'étais super motivé pour prendre la direction de Vialet. Charles-Henri, c'est là que tu Alors, exactement, je vais faire un parallèle puisque j'ai rencontré Franck parce que j'étais dans le processus de recrutement. Puisque Il m'a fait passer un entretien d'embauche, on voilà, peut le dire. Voilà. On peut le dire. Ou de séduction plutôt. Séduction. Et non, mais j'insisterai sur 2 choses. La première, on était dans l'aventure de Vialet depuis un certain temps. On voulait vraiment franchir un cap. On voulait vraiment avoir un dirigeant qui comme Franck l'évoquait, soit capable de passer d'une belle start-up qui avait démarré, qui avait eu aussi des à-coups, parce que comme toute start-up, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et qui était pas capable de changer de braquet. Et en fait, en discutant avec Franck, c'est là qu'on a eu, d'ailleurs avec les autres membres du board, cette révélation de se dire, on a enfin la personne qui ne connaît pas le monde de la musique. Et ça, c'est bien, en fait. Et pendant trop longtemps, on avait gardé un prisme sur finalement... Parce qu'on est fasciné, c'est-à-dire que dès que quelqu'un est en contact avec De Vialet, on est fasciné par la techno, on est fasciné par le produit, c'est une évidence. C'est le Concorde de la musique.
Et ce syndrome, justement, il fallait le casser. Et l'arrivée de Franck a été extrêmement salutaire pour la trajectoire de la société, parce que il a pour autant adhéré à la passion de la musique, mais avec ce recul suffisant pour ne pas tomber dans les travers des passionnés de la musique. Et en fait, chez Devialet, qui est une boîte extraordinaire avec des gens incroyables, mais il y a entre guillemets presque trop de passionnés de musique. Et il fallait qu'il y ait quelqu'un comme Franck pour faire atterrir tout le monde et rappeler que c'est aussi un business, que derrière il y a des clients. Alors c'est pas des spectateurs, c'est peut-être des audiophiles, mais c'est aussi des clients. Donc avoir un bon produit qui marche, qui bug pas, qui évolue avec les usages, avec le temps, qui soit toujours innovant à la fois dans ses qualités techniques, dans son design. Et pour toutes ces ambitions, tous ces enjeux, et je pense que Franck va encore nous raconter les belles histoires à venir de Devialet, mais pour tout ça, il fallait un chef d'orchestre. Et clairement, Franck est le bon chef d'orchestre. Ça, je suis ravi de ne pas m'être trompé dans la décision que Franck nous rejoigne Devialet. Mais je pense que la dynamique qu'on a pu percevoir à ce moment-là, c'est qu'avec tout le parcours que Franck vient d'expliquer, c'est-à-dire à la fois dans l'univers du B2C, dans l'univers du B2B, où là aussi il y a des relais, puisque une partie de l'activité de Devialet est aussi dans le B2B, il n'y a pas que du B2C, et avec des problématiques de redressement, de réorientation, qui était là aussi un enjeu pour Devialet, qui avait déjà une vraie taille à cette époque-là. Franck était l'homme de la situation. Très joli le terme chef d'orchestre. Oui, mais je vais rebondir sur ce terme en fait. Et au fond, du haut de ma longue expérience, si je dois donner un conseil aux entrepreneurs qui pourraient nous écouter, c'est de savoir s'entourer. C'est-à-dire que le secret pour que ça fonctionne, alors mon hésitation, j'allais dire le secret pour bien dormir. Bon, il se trouve que je dors pas très bien, mais ça c'est une constante. Mais le secret pour que ça marche, c'est de construire une équipe super performante. Voilà, de gens, chacun dans leur domaine, de gens intelligents, de gens autonomes, de gens dynamiques. Et c'est ça que j'ai trouvé en arrivant chez Devialet. Et au fond, Devialet m'a appris au moins une chose, plein de choses, mais au moins une, c'est que quand on arrive le matin et qu'on sait qu'on va passer la journée avec des gens brillantissimes, chacun dans leur domaine, ça donne une énergie et ça donne une force qui sont hors normes. Voilà. Donc les chefs d'entreprise, les créateurs, les entrepreneurs qui nous écoutent, il faut absolument qu'ils aient ça en tête. C'est pas un exercice en solitaire, c'est vraiment le terme chef d'orchestre, mais il faut que chacun dans son instrument soit au top. Devialet, c'est une boîte avec près de 108 brevets. La Fantôme, à elle seule, en a 80, si mes infos sont correctes. Quand on dirige une société avec autant de technologies comme Devialet, et c'est important de protéger cette technologie, comment est-ce qu'on garde le secret tout en étant transparent, parce que c'est aussi une demande des consommateurs et des investisseurs d'ailleurs. Ça, c'est une question permanente sur justement la protection de la technologie. D'abord, je pense que c'est très important de déposer des brevets, parce que c'est quand même, bien sûr, ça rend certaines technologies publiques, mais c'est aussi une vraie protection. Après, il y a d'autres protections qui ne sont pas dans les brevets, qui sont dans tous les secrets de fabrication, dans les processus de fabrication, quel colle on utilise, à quelle température, pendant combien de temps on la laisse sécher, tout ce genre de choses qui n'est pas breveté fait que copier Fantôme, c'est quasiment impossible. Et donc pour une entreprise de haute technologie, c'est à la fois important d'avoir des brevets et puis important d'avoir des choses pas brevetées, mais qui font qu'effectivement c'est incopiable. En plus de délivrer une qualité de son incroyable, et c'est ce que disait un peu Charles-Henri tout à l'heure, Devialet, c'est au-delà de produire un son incroyable, c'est un vrai luxe, un lifestyle. C'est quelque chose que vous avez construit au fur et à mesure, ou c'était dans l'idée de départ ? C'est vraiment dans l'idée de départ. C'est-à-dire que Devialet, au départ, il y a 3 personnes qui ont l'idée de Devialet, les 3 cofondateurs. Oui. Il y a Pierre-Emmanuel Calmel qui est l'ingénieur, donc qui est un pur génie de la technologie audio. Et il s'associe le premier jour avec Emmanuel Calmel qui est un designer. Et donc le premier jour de Devialet, il y a Emmanuel Nardin, qui est encore aujourd'hui notre designer, notre directeur design. Le premier jour, Emmanuel dit « nos produits vont avoir un design différent ».
Le monde, à l'époque, le monde de l'audio, c'est des enceintes cubiques noires et des amplis rectangulaires noirs. Et lui dit, je vais faire des enceintes sphériques blanches. Donc, effectivement, il y a dès le début cette idée de techno et de design. Et le troisième cofondateur, à l'époque, Quentin Sagnier, lui amène une autre dimension à De Vialet, qui est la dimension globale. C'est-à-dire que lui, le premier jour, dit je veux qu'on construise une marque de luxe qui soit vendue dans le monde entier. Et c'est cette combinaison un peu magique qui fait que De Vialet aujourd'hui est ce qu'il est. Vous avez fait des partenariats avec Huawei, il y en aura d'autres à venir, j'imagine? Il y en a eu plein déjà. On a commencé avec Sky, il y a eu Free, SFR, Vodafone, Belkin, Huawei. Donc il y a eu plein de partenariats et il y aura encore plein de partenariats. En fait, toutes ces entreprises, elles cherchent quoi ? Elles font des produits qui ne sont pas des produits son, mais qui intègrent une dimension son, audio. Par exemple, Huawei va faire une télévision. L'important dans la télévision, c'est l'image, c'est l'écran, c'est la dalle. Et puis ils se disent mais au fond le son de nos télévisions est un peu moyen, De Vialet, comment est-ce que vous pouvez nous aider? Et donc nous c'est la même chose pour les Indiens avec Pravec dans les voitures, c'est la même chose avec Free, avec la Freebox Delta De Vialet. C'est des produits dans lesquels la première dimension n'est pas l'audio, mais en revanche le son est important, et donc c'est là qu'on amène nos technologies. Vous avez aussi révélé récemment, il y a quelques mois maintenant, des écouteurs sans fil Gemini. Tu peux nous en parler un petit peu? Ah oui, alors ça c'est le plus grand marché au monde. C'est-à-dire que en quelques années, sous l'impulsion d'une marque dont je tairai le nom mais qui a une belle pomme, le marché des écouteurs sans fil, donc dit intra-auriculaires, a explosé et a complètement pris sur le marché du casque. Et dans la rue, on voit plein de gens maintenant avec ces écouteurs. Et nous, on a toutes les technologies pour faire les meilleurs écouteurs sans fil du monde. Et donc, nos écouteurs sans fil sont les meilleurs du monde sur 2 dimensions. Alors, ça surprendra personne. La qualité du son et l'annulation active du bruit. Et donc, c'était important pour nous. On peut pas être une marque audio mondiale si on n'est pas sur ce créneau. C'est un marché qui fait 10 fois n'importe quel autre marché de l'audio. J'ai lu que l'application propose même de scanner votre oreille pour proposer l'embout idéal. Et comment vous avez... Alors ça, on n'y est pas encore. On n'y est pas. On y pense très fort, mais on n'y est pas encore. Ça, c'est le rêve total, ça. Oui, ça paraît fou. Est-ce que là, on est lundi 28 mars. Demain, vous annoncez le lancement d'un nouveau produit. Tu peux nous faire une petite exclue? Alors l'exclu, ouais. Demain, on lance une barre de son home cinéma qui s'appelle Dion, qui est un produit sur lequel on travaille depuis 3 ans. Et ça part, c'est un peu ce que je disais sur Huawei, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les télévisions sont extraordinaires. Si vous allez, je sais pas, chez nos amis de la Fnac ou Boulanger, vous voyez des télévisions extraordinaires, très très fines, et donc 0 place pour les haut-parleurs. Et pour faire du bon son, il faut un haut-parleur, et c'est assez gros en général, et donc voilà, les télévisions ont sacrifié la qualité du son. Et donc le marché des barres de son télévision a explosé, est en train d'exploser. C'est un marché qui fait maintenant 6 milliards de dollars mondialement. Et il y a 3 ans, on s'est dit, c'est des produits qui sont sympas, mais c'est des produits super compliqués pour les clients. C'est-à-dire qu'il faut une voix centrale, il faut un caisson de basse qui est un truc gros et moche qu'on ne sait pas où mettre dans son salon. Il faut des satellites à droite et à gauche, c'est compliqué. Et donc on s'est demandé si on ne pouvait pas inventer un produit unique qui intègre tout ça. Un seul objet, si possible magnifique, qui intègre le caisson de basse et le satellite droite-gauche, qui fasse Dolby Atmos, qui fasse tout, voilà, avec un seul objet. Ça nous a pris 3 ans, ça a été très compliqué. Le tout en temps de Covid, donc c'est un produit qu'on a imaginé, dessiné, conçu, prototypé, tout le monde à la maison. Et donc on lance mardi 29 mars notre nouveau bébé De Vialet Dion. Charles-Henri, tu suis De Vialet depuis longtemps. Quels vont être les challenges pour les mois et les années à venir? De continuer à remplir le salon des clients De Vialet. Parce que comme tu vois, il y avait déjà du fantôme. Maintenant, il y aura de la barre de son et on rajoute des oreillettes. Donc, le client, l'audiophile De Vialet peut de plus en plus avoir un équipement à 360 dans sa journée avec de l'équipement De Vialet, plus si on rajoute les solutions avec les partenaires. Si je dis ça, c'est un peu ma question pour Franck, je pense.
Le son de Vialet est incroyable. Du moins, Oui, c'est oui. pas être chauvin que de dire que c'est le meilleur prix du monde. Voilà. Quelle est pour toi l'ambition de Vialet à partir du moment où justement, c'est quand même une des rares marques françaises qui se retrouve dans le salon des gens à Paris, Shanghai, New York. C'est quand même incroyable. C'est-à-dire que d'habitude, on n'a que des télés justement qui sont de marques étrangères. Une marque française dans le consumer electronics qu'on retrouve dans le salon dans le monde entier, il n'y en a pas d'autre. Euh, c'est quoi pour toi justement continuer à tirer le trait dans ce sens-là? C'est quoi ton ambition? Ah bah, moi j'espère bien qu'on va devenir la première marque de tech française avec une dimension mondiale. Euh, on a posé aujourd'hui toutes les bases pour ça. C'est-à-dire que tu disais, on parlait des produits, il y a encore dans nos cartons et on va continuer à sortir des produits dans plein de catégories, parce qu'il n'y a pas que les barres de son, enfin, il y en a plein d'autres. On est aujourd'hui vendu dans 2000 points de vente dans le monde, dans 69 pays. On va doubler ce chiffre de 2000. On fait un tiers de notre chiffre d'affaires en Chine et c'est que le début. On est tout petit en Inde, on a de grandes ambitions en Inde. On vient de démarrer à Jakarta, c'est phénoménal. On a tous les États-Unis devant nous. Donc notre appétit chez De Vialet, il est sans limite. Et aujourd'hui, nos modèles ou mes modèles, c'est les grandes marques de luxe, les Kering, Hermès, LVMH en France. C'est les grandes marques de tech type Apple ou Samsung ou encore Tesla. C'est ça nos modèles chez De Vialet. Donc à côté d'eux, on est encore tout petit, mais notre ambition, elle se situe à ce niveau-là. Je rajouterai un complément. Ce qui est assez impressionnant, c'est que quand on regarde le marché des acteurs de musique premium, donc les fabricants d'enceintes ou d'amplis premium, en fait, ils sont tous d'une taille moyenne, mais ils n'ont jamais réussi à passer à l'échelle. Et on a par exemple en France une marque mythique pour la génération de Franck ou la mienne, par exemple, c'est la marque Cabas, mais qui n'a pas réussi à la fois dans la durée et surtout dans l'ampleur à devenir une marque mondiale. De y aller sur ce chemin-là, qu'est-ce qui reste, Franck, pour toi à faire pour justement être le boss français, la marque de référence dans la musique? Le- Ta question, elle pointe du doigt ce qui est vraiment difficile, qui est l'accélération permanente. C'est-à-dire que pour arriver à construire ce qu'on rêve de construire et qu'on est en train de construire, il faut être constamment en train d'accélérer. Et accélérer, ça veut dire quoi? Ça veut dire recruter beaucoup, si possible, les meilleurs talents. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire. C'est lever de l'argent en permanence. Tous les 1 ou 2 ans, on lève de l'argent, soit avec de nouveaux actionnaires, soit avec nos actionnaires actuels. Et puis, c'est pas avoir peur. Enfin voilà, je parlais de l'Inde. Il y a 2 ans, on n'était nulle part en Inde. On a commencé il y a 2 ans. Voilà, ça fait partie des pays où on veut accélérer. Et en fait, et accélérer le nouveau produit, et accélérer l'investissement en marketing. Et donc, on est sur tous les fronts, en fait. On est sur tous les fronts parce que toutes les marques que tu cites, elles se sont construites en des dizaines d'années. Les grandes marques de luxe, elles ne se sont pas faites en 10 ans, hein, elles se sont faites en 40, 50, 100 ans. Et nous, on a l'ambition de faire ça très très vite, à la vitesse du monde d'aujourd'hui et à la vitesse de nos marchés asiatiques. Et donc nous, il y a des choses, effectivement, on est par exemple très fiers d'avoir déjà 40% de notre chiffre d'affaires en Asie. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises de la French Tech qui ont déjà ce genre de présence. Si je continue l'analogie avec les marques de luxe françaises, une des caractéristiques aussi de Vialet, c'est d'avoir un vrai savoir-faire industriel en France. Tu as vraiment développé ce savoir-faire industriel, ce qui est une denrée rare en France, donc on ne peut que s'en réjouir. Oui, et là-dessus, moi je suis content dans le monde d'aujourd'hui, de 2022, ce qui est à la mode, c'est les plateformes digitales sans usine. Et moi je suis très fier de diriger une entreprise qui a des usines en France, qui exporte des usines en France vers les marchés asiatiques, 80% de son chiffre d'affaires. C'est complètement à rebours voilà, du reste du monde. Et j'entends bien que ça continue comme ça. Je pense que d'abord, j'en suis très fier, et puis je pense que c'est très important. C'est très important pour De Vialet, et puis c'est très important pour notre pays.
T'as un parcours très inspirant, donc bravo et merci de venir nous le raconter aujourd'hui. Moi, il y a une question que je me pose. Est-ce que tu t'es pas dit à un moment, et si je montais ma boîte ? Si, je l'ai pas, j'ai sauté cet épisode dans mon parcours. Mais en fait, j'ai quitté McKinsey pas pour aller directement chez Castorama, mais j'ai monté ma boîte en 2000. Alors, je saute ça parce que ça a duré 6 mois, mais oui, je l'ai fait. Avec 2 amis, on a démissionné de McKinsey pour créer une start-up qui, à l'époque, s'appelait Click Mango. On est en 2001. Et qui avait comme ambition de devenir leader de la vente de produits parapharmaceutiques en ligne. Et moi, j'y croyais énormément. On était 3, on y croyait. Sauf que on a fait ça en plein éclatement de la bulle Internet. Je me souviens très bien, elle a éclaté en mars 2000. On venait de lever. À l'époque, on avait levé 5 millions d'euros sur un BP. Donc, on était vraiment chaud. Et puis, la bulle explose. Et là, nos nouveaux investisseurs nous disent, bon, écoutez... vous avez encore rien dépensé, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter. Et puis voilà, donc ça a été la fin de l'aventure, un peu prématurée, mais ouais, j'aurais bien continué à l'époque. On arrive à la fin de notre épisode. Est-ce que Charles-Henri, tu as 2-3 questions encore que tu voudrais poser ? Sur la musique et le cinéma, puisque c'est maintenant tes passions. À chaque fois, il y a un French touch. Dans le cinéma, on a quand même, on est leader. Sur la musique, et a fortiori avec De Villiers, on a ce French touch. Pour toi, c'est quoi ce French touch, justement ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut émerger dans des univers qui sont finalement assez concurrentiels, où il y a une domination de grands pays étrangers, que ce soit américain, Hollywood ou dans le consumer electronics en Asie ? Comment le cinéma et la musique font qu'il y a un French touch qui nous permet de se parler aujourd'hui ? Alors, pour moi, c'est très très clair. C'est les pouvoirs publics. Alors, je sais qu'en général, on ne dit pas ça, mais pour moi, c'est les pouvoirs publics. Non, mais alors encore une fois, je suis sûr que les gens qui nous écoutent sont beaucoup plus jeunes et ne sauront pas de quoi je parle. Mais à une époque, les pouvoirs publics ont décidé qu'il y aurait un quota de chansons françaises à la radio. Les pouvoirs publics, dans le cinéma, ont créé un truc qui s'appelle le CNC, avec une taxe sur tous les billets de cinéma, qui ne sert qu'à une seule chose, c'est financer la production de films français. Et aujourd'hui, le marché du cinéma, c'est 1/3 de films français, grâce au système que depuis très longtemps, les pouvoirs publics ont mis en place. Et ça, je crois que, en tant que Français, il faut qu'on en soit super fiers. C'est-à-dire que si aujourd'hui, il y a une telle force du cinéma français et une telle force de la musique française, c'est parce qu'on a compris depuis très longtemps en France le pouvoir alors on appelle ça soft power, le pouvoir des industries culturelles pour un pays. Il y a un autre pays, moi, qui me fascine, qui a compris ça, c'est la Corée du Sud. Il y a 15 ans, ils ont fait exactement ce constat. Ils se sont dit, il ne peut pas y avoir que Hollywood et il ne peut pas y avoir que la musique américaine. Et la Corée, comme la France, a décidé qu'elle deviendrait forte sur les industries culturelles. Et on le voit aujourd'hui, on le voit avec la K-pop, on le voit avec Squid Games et on le voit avec des palmes d'or de films coréens. Pour moi, ça part de là. Et il y a d'autres pays qui ne l'ont pas fait, et notamment en Europe, et c'est très très dommage, et leur industrie cinématographique a disparu. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les mois et années à venir ? En pro comme en perso ? De garder mon énergie. C'est-à-dire que l'énergie que je mets pour De Vialet et pour que De Vialet réussisse et continue sur cette croissance fabuleuse, elle est énorme. Voilà, c'est le genre d'entreprise, mais les gens qui m'écoutent vivent la même chose. C'est le genre d'entreprise où il faut être à fond tout le temps. Voilà. Ouais, j'ai bien l'intention de garder ça encore longtemps. Garde ton énergie. Merci pour nous, consommateurs de Vialet, qui apprécions la bonne musique grâce à tes produits. On va se laisser là, il est l'heure. Merci aux auditeurs de nous suivre. N'hésitez pas à partager, commenter ces podcasts. Et puis on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Merci Franck. Merci Sophie. Merci Charles-Henri. Merci Sophie.